Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Oui, je vous parlais d'abonnés tout à l'heure, hein, donc j'étais un petit peu distrait et pour lapsus linguae, j'avais un petit peu oublié ce que je voulais vous dire. Voilà, tellement versé dans cette bataille de Berlin qui m'a pris quand même pas mal de temps. Hein. J'ai quand même bossé pas mal de temps là-dessus pour vous donner le maximum des informations. Donc voilà. Alors, c'est la partie 2 maintenant, 1945, la bataille de Berlin, les préparatifs de l'attaque. La bataille pour l'écrasement de l'Allemagne approche de son terme. Et les forces venues de l'Ouest et de l'Est ne vont pas tarder à se rejoindre. De son côté, Joseph Staline a acquis la certitude que l'objectif d'Eisenhower est de plus en plus de franchir l'Elbe pour se précipiter à une centaine de kilomètres de là, sur la capitale du Reich, et d'y pénétrer triomphalement avec les troupes soviétiques. Blablabla. L'Américain ment, pense Staline. C'est pourquoi il indique à Eisenhower qu'il veut tromper, que l'armée rouge doit être approximativement attendue au faubourg de Berlin aux alentours de la deuxième quinzaine de mai, du mois de mai 1945, alors que ce sera la deuxième quinzaine d'avril. 2 jours plus tard, le mardi 3 avril, Koniev et Zhukov, vous vous rappelez, qui ont été convoqués à Moscou. Koniev et Zhukov se trouvent à nouveau en face de Staline. Le mercredi 4, les ordres d'offensive sont acheminés vers les quartiers généraux de la Ness et de l'Oder, sur le quartier général des Soviétiques, que les 2 groupes d'armées d'Ukraine et de Biélorussie doivent traverser avant de se ruer sur Berlin, respectivement à 120 pour Zhukov et 80 km de la ville pour Koniev. La date de l'assaut est tenue rigoureusement secrète, mais Zhukov et Koniev l'apprennent de la bouche même de Staline. Ce sera le 16 avril 1945, un lundi, soit plus d'1 mois avant la date communiquée à Eisenhower. Lui, il parlait du 15 mai. Blablabla. C'est le 16 avril qu'il va attaquer. Alors, pour Eisenhower, Berlin a cessé de constituer, pour Eisenhower, l'américain, Berlin a cessé de constituer un objectif militaire important. Notamment depuis qu'il a demandé au lucide et réaliste Omar Bradley, le chef du 12e groupe d'armée américaine, à combien s'éleveraient les pertes américaines à Berlin. Et que la réponse de celui-ci fut claire. Pas moins de 100 000 hommes. Pas moins de 100 000 tués. Peut-être 200 000, encore 200 000 blessés. Donc, bon, ça fait beaucoup. Dès lors, c'est comme pour la bombe de Hiroshima et de Nagasaki. Truman avait demandé, c'est Truman qui succède à Eisenhower, il avait demandé combien de tués américains pour conquérir le Japon. On lui a répondu aux alentours d'1 million. Pour cette raison, il a dit non, je vais remplacer le million de morts américains par la bombe atomique. Et il a fait lancer la bombe atomique, qui n'a pas été extraordinaire. Bon, elle a mis fin à la guerre quand même. Mais à quel prix? À quel prix? Dès lors, 100 000 morts. Donc, dès lors, la résolution d'Eisenhower est prise et ne doit plus varier. Berlin ne vaut pas une telle dépense en vie humaine, notamment depuis la bataille de Cologne, 1 mois plus tôt, qui a coûté très cher aux Américains. Il y a eu des milliers et des milliers de morts et de blessés américains. Il décide donc que pour les troupes alliées, la bataille de Berlin n'aura pas lieu. Aux grandes dames de Patton, Churchill, Montgomery, qui pensent par ailleurs qu'une confrontation avec les soviétiques est devenue inéluctable. Ils voient un peu plus loin que le bout de leur nez. Pendant ce temps, Berlin, la ville maudite, vit dans l'attente, l'anxiété et l'angoisse, la terreur et le désespoir. Hitler, quant à lui, accompagné d'un groupe de SS fanatisés, est terré dans son abri, bétonné à 16 mètres sous terre. 16 mètres plus haut, 3 millions d'Allemands endurent le début de la damnation. La capitale brûle. L'immense majorité des Berlinois espèrent en secret
Oui, parce qu'ils ont peur de la SS qui est toujours active, hein, même parmi les ruines. Espèrent en secret que les troupes alliées, britanniques ou américaines, entrent les premières dans la ville. Beaucoup parmi eux ont une capsule de cyanure enfouie dans les effets personnels, tout comme une jeune bavaroise de 33 ans nommée Eva Braun, qui est la maîtresse du Führer du Troisième Reich. Elle a descendu les 37 marches du bunker pour y mourir, ce qu'elle ne sait pas encore. Dans la journée du vendredi 13 avril, des unités d'avant-garde de la 83e division d'infanterie américaine du général Hubert Macon franchissent l'Elbe, près de la ville de Magdeburg, au sud-ouest et à une centaine de kilomètres de Berlin. De leur côté, en 9 jours, les 48 divisions d'Omar Bradley ont poursuivi l'anéantissement des forces de la Wehrmacht, enfermées avec leur chef modèle de la Ruhr, s'ouvrant ainsi la route de Leipzig et de Dresde, avançant vers Hanovre et Brunswick en direction de l'Elbe. Mais la tâche la plus glorieuse et la plus exaltante incombe au général William Simpson et à sa 9e armée qui piaffe d'impatience. Car dès le 9 avril, les blindés de Simpson franchissent 32 km dans la journée et réduisent en silence 67 canons anti-chars qui défendent les aciéries Hermann Göring. Pour la 9e armée, le jour de gloire est le mercredi 11 avril. Ce jour-là, les chars de la 2e division blindée américaine couvrent les 135 km qui les séparent de l'Elbe, qu'ils aperçoivent au loin. Le commandant de l'unité envoie ses messages laconiques. Nous sommes sur l'Elbe. Berlin n'est plus qu'à 84 km. Par conséquent, la 9e armée américaine est à 90 km de Berlin. Mais une nouvelle, venue des États-Unis, fait crépiter les télétypes et s'enfiévrer les communications transcontinentales. Roosevelt is dead. Ce qui signifie que Roosevelt, le président des États-Unis, vient de mourir à 63 ans. Oui, il avait la polio, le pauvre. Donc il ne pouvait pas se déplacer qu'en chaise roulante. C'est un homme qui est quand même, bon, il a quand même beaucoup fait pour l'Amérique, il a beaucoup fait pour son peuple, il a beaucoup fait pour la victoire des Alliés, il n'a pas vu, bien sûr, la défaite finale et l'armistice. Il est mort à 103 ans, 12 avril, me semble-t-il, 45. Voilà, donc, voilà. Alors où les divisions américaines en deuil de leur chef exécutent l'ordre amer, leur prescrivant de s'arrêter le long de l'Elbe, plus d'1,5 million de soldats de l'armée rouge s'activent de l'autre côté de Berlin, sur l'Oder. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette deuxième conférence et je vous demande à tous de vous abonner, si vous pouvez le faire. Je vous remercierai prochainement, j'en suis persuadé. Merci.